On va lancer maintenant la plénière sur le cadre réglementaire. Madame la députée, la députée, chère Véronique, peux-tu nous représenter le cadre réglementaire, la loi AGEC, et puis on voudrait bien sûr avoir en avant, on va dire pas en primeur, mais pas loin, une petite synthèse de ton rapport de l'évaluation de la loi AGEC, où nous en sommes de la loi AGEC, et comment la loi AGEC structure notre secteur. Merci. J'ai déjà dit quelques mots en introduction sur je vais plutôt prendre une dimension de l'ensemble du cadre réglementaire qu'on a. On a un cadre réglementaire qui est solide, à la fois au niveau national et puis au niveau européen, et puis qui a démarré depuis de longues années, en réalité, à travers les différents textes de loi. AGEC a été évidemment un moment très fort, mais moi je voudrais citer aussi les stratégies européennes. On a eu le Circular Economy Act, la PPWR, ou la directive sur le droit à la réparation. Et donc on voit bien que le cadre européen redessine les sujets, y compris du réemploi, ce qui est assez nouveau. Et du coup, ça nous donne un cadre réglementaire qui est intéressant. Je voudrais dire que quelques chiffres. En Europe, on a plus de 2 milliards de tonnes de déchets qui sont produits par an. Et en France, dans les données qu'on a, c'est 41 millions qui ne sont encore pas ni réparés et qui deviennent des déchets chaque année. Alors, dans mon introduction, j'ai beaucoup parlé des changements de comportement. Moi, le cadre réglementaire a déjà permis de faire des travaux sur l'information du consommateur ou d'aller sur la structuration des filières. Mais on voit bien que le réemploi, aujourd'hui, ne bénéficie pas suffisamment de tout l'enjeu. Pour dire quelques mots, donc même si c'est l'enjeu de la table ronde de cet après-midi aussi, si tu n'as pas dévoilé le programme, on va reparler de ça concrètement. Dans le rapport de la loi AGEC, j'ai envie de dire que ce qu'on a beaucoup constaté, mais pas simplement dans le rapport de la loi AGEC. On a eu aussi EC 2027 qui a travaillé sur le sujet. On a eu on a eu un rapport de l'IGAS aussi. Donc nous, notre rapport avec Steph de Lautrette, c'était en juin 2024. L'IGAS a fait un travail aussi sur les REP. Et donc tout cet enjeu du réemploi vise à dire, en fait, on est encore trop sur ce que je dis beaucoup, toute la partie aval de l'économie circulaire et comment on remonte avec les enjeux de réemploi sur la massification et sur la formation. Voilà, je pense que je résume un petit peu à travers ça. Et on a des leviers, je pense souvent à l'article 58 de la commande publique. Moi, je crois beaucoup que cet article 58 permet d'avoir des leviers qui sont importants, mais pas suffisamment de compétences et pas suffisamment de volonté politique, parce que dans d'autres instances, vous avez parlé du coût, évidemment, des matériaux et des produits réemployés, mais avant tout, le coût qui n'est pas utilisé aujourd'hui, c'est le coût lié à l'extra-performance, en fait. Voilà. Il y a le coût. Et aujourd'hui, y compris dans les collectifs, dans les entreprises, on ne mesure pas suffisamment, finalement, tout ce qui est de l'ordre de cette performance extra-financière et qui me paraît important. Donc tu sais qu'on soutient le développement des crédits carbone pour valoriser les externalités positives de Non, je ne l'économie sais pas ça. circulaire. Voilà, il faut qu'on te représente bien ce sujet, puisqu'il y a maintenant des mécanismes comptables qui permettent d'émettre des crédits carbone pour valoriser ces performances J'en suis extra-financières. persuadée, mais comme dans les entreprises, on l'utilise aussi. Je dis juste qu'on n'a pas la culture et que du coup, y compris dans la commande publique, quand on resserre au niveau du prix uniquement, c'est pas suffisant, quoi. Pour dire encore, dans le cadre réglementaire, souvent on m'a interpellé, AGEC c'est 2000.
2020, on m'a souvent dit, bon, AGEC 2, AGEC 2, et en fait, moi, je n'ai jamais prôné quelque chose de l'ordre de l'AGEC 2. En revanche, de dire les trajectoires qui sont importantes pour nos industriels, eh bien, on crante la stratégie 3R qui est en cours de révision aujourd'hui doit certainement avoir des éléments plus forts en termes de réemploi. Et encore une fois, ce n'est pas du réglementaire, mais c'est du fiscal. Le temps du budget, c'est aussi un moment où on a l'occasion de reparler. Je citais en introduction donc le fait d'avoir réussi, somme toute, y compris en commission et en séance, à intégrer donc l'amendement qui vise à enlever l'avantage compétitif au plastique à usage unique et à rehausser le taux de TVA sur toutes les bouteilles sans discriminer plastique ou autre matière dont on connaît très bien les effets induits si on ne vise qu'une matière. On a aussi le taux de TVA réduit pour les opérations de lavage. Bon, ben voilà, on y va. Donc on a de façon réglementaire des rendez-vous qui nous permettent de revisiter tout ça, même si quand on voit que les données de l'Observatoire du réemploi nous disent que face quand même, tu dis qu'il ne faut pas raisonner uniquement malage, mais quand l'Observatoire du réemploi nous dit on n'est qu'à 1,83 des réemplois versus les 6% qu'on avait dans la loi AGEC, il y a quelque chose de l'ordre de l'amorçage et on continue de dire il faut continuer de massifier. Et je redis mes mots qui sont, de mon point de vue, du changement de comportement, pas par ceux qui sont convaincus, mais dans une capacité à aller chercher tous ceux qui n'ont pas encore fait leur mue vers le réemploi. Voilà. Merci. Alors, comment tu vois le futur, les 2-3 actions que tu vas mener dans le futur? Tu as parlé de ce qui se passe à Bruxelles, avec le Circular Economy Act, il faut contribuer, la stratégie 3R. Comment on peut contribuer à cette stratégie 3R? Ça serait quoi la bonne manière de faire? J'ai pas de contenu, j'ai pas de teasing à dire. Moi, je suis plutôt sur un processus. Ce que je fais, moi, à mon niveau, c'est ce que j'ai dit un peu en intro, c'est que j'anime un collectif de parlementaires qui va des socialistes à la droite républicaine, même s'ils ne sont pas bien toujours là, pour tenter de trouver des majorités, et on les trouve, sur nos sujets, et puis de continuer le lien avec le gouvernement de façon à cranter différentes choses. Je pense à un exemple, je ne sais pas si vous aviez suivi, ce n'est pas du réemploi, mais c'est sur la sortie du plastique à usage unique, sur l'interdiction de la vaisselle plastique dans les cantines. Bon, le décret est sorti, ça a merdé un peu, on fait une PPL, on est transpartisan. Après, c'est un combat à l'agenda parlementaire pour faire en sorte que ce texte soit réinscrit. Et puis si on n'y arrive pas, parce que l'agenda fait qu'on a des élections municipales au mois de mars et que l'interdire les plastiques dans les cantines, c'est pas très sexy par rapport à d'autres problématiques qui pourraient passer au-dessus, c'est de continuer à convaincre nos ministres, avec un ministre qui est assez engagé, et notamment sur la question du plan plastique qui avait été initié par Agnès Pannier-Runacher. Je crois qu'il y a une volonté de continuité, et donc moi je m'inscris là-dedans, et je ne lâche pas, assez courageuse dans ces combats-là, et dans la capacité, malgré la composition qu'on a aujourd'hui à l'Assemblée, on arrive à passer des sujets, et donc c'est de continuer à être ici parmi vous, d'être alimenté et puis de choisir quelques combats. Voilà. Merci beaucoup d'être présente, Véronique. On continue justement cette discussion avec une vision plutôt engagée, militante, d'un réseau qui a fait bouger les lignes, qui est Zero Waste France. D'où vient Zero Waste France? Parce que c'est une histoire quand même assez extraordinaire, c'est ce militantisme qui a évolué. Donc Marine, peux-tu nous présenter le réseau Zero Waste, qui est aussi très présent ici, je crois, sur Nantes? Et puis, au regard de ce que présente Véronique, puisque c'est un cadre assez législatif, dans une vision militante associative, quels seraient les combats à mener? Merci beaucoup Benoît, bonjour à toutes et tous. Donc moi je suis Marine, chargée de plaidoyer et du coup pour l'association Zero Waste France. Donc nous Zero Waste France, on a été créé en 1997, on porte un autre nom à l'époque. Et en fait on milite pour une meilleure gestion de nos ressources et une réduction des déchets. Et effectivement, Benoît le disait en introduction, on est parti du constat qu'on mettait énormément de nos déchets en incinérateur ou en incinération ou en enfouissement. Et en fait, petit à petit, d'année en année, on a milité pour justement agir en amont
et venir limiter, parce qu'un des gros problèmes aujourd'hui, c'est la surproduction. Donc tout le monde a une part de responsabilité, mais les industriels en ont quand même une bonne partie. Et du coup, on a justement développé des actions avec tous nos groupes locaux. Donc nous, on a un réseau national, mais on est accompagné d'à peu près une centaine de groupes locaux dans toute la France, donc 80 vraiment très actifs, donc, qui vont faire de la sensibilisation ou faire du plaidoyer local, donc essayer de convaincre leurs élus locaux d'avancer sur les sujets liés notamment à l'économie circulaire. Et du coup, nous, on s'est spécialisé sur la lutte contre l'usage unique et donc essayer d'inventer un autre modèle que la société du tout jetable. Et à ce titre-là, donc on s'est beaucoup impliqué sur la loi AGEC. On avait fait un gros plaidoyer à l'époque pour essayer d'obtenir une loi la plus ambitieuse possible sur les sujets de la réduction et du réemploi. Donc c'était pas gagné, mais on a eu des belles victoires. C'est important de le souligner. Je vais revenir dessus, mais on a quand même fixé un objectif de fin des emballages en plastique à usage unique d'ici 2040, avec un objectif un peu plus court terme, qui est justement de réduire de moitié les bouteilles en plastique à usage unique en France. Et donc cette loi AGEC, elle venait aussi transposer la directive européenne sur les plastiques à usage unique. Donc en tout cas en Europe, et particulièrement en France avec cette loi, on avait cette ambition de venir transformer nos modèles de production et de consommation, de surproduction et de surconsommation. Donc voilà, l'ambition était là, nous on s'est beaucoup impliqués. Et puis un tout petit peu avant la mission d'évaluation que Madame la députée Rieuton et Monsieur le député Stéphane Delautrette ont pu réaliser justement sur la loi AGEC, on a aussi, nous, ONG, fait le bilan pour savoir ce qu'il s'est passé 5 ans après la loi AGEC. Et donc, le résultat est assez compliqué. C'est-à-dire qu'au niveau des objectifs qu'on a, en tout cas sur la réalité, sur le terrain, ce qui s'est passé sur ces 5 dernières années, justement, on a rencontré plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est qu'on avait une obligation pour tous les restaurants de plus de 20 couverts sur place d'avoir recours à de la vaisselle réemployable. On a mené des vérifications pendant 2 ans et la DGPR aussi s'est penchée dessus parce que justement il y avait besoin de faire des contrôles. Bon, on est assez loin du 100% de restaurants et je pense que vous pouvez toutes et tous le voir au quotidien. Ce n'est pas appliqué partout. Un autre exemple, c'est sur l'obligation pour tous les établissements recevant du public d'avoir des fontaines à eau, donc typiquement toutes les gares, les musées, etc. Pareil, vérification faite. Malheureusement, même si ça s'améliore, on ne peut pas dire qu'entre 2020 et 2025, il ne s'est rien passé, ça s'améliore, mais on est quand même loin du compte. Il y a aussi un gros problème de signalétique, c'est-à-dire que même si les fontaines sont présentes, la majorité ne signale pas la présence des fontaines à eau. Et alors que justement la présence des fontaines à eau devait être un objectif concret qui permettait de respecter la loi qui doit justement mettre fin aux emballages en plastique à usage unique en France. Alors Marine, je suis désolé de te couper, on m'a dit dans l'oreillette que 2 intervenants à distance vont devoir nous quitter. Et il faudrait que je reprendrai après. Si ça ne te dérange pas, on va en plus illustrer ton propos par Fabrice Bonifay qui représente le C3D et les grandes entreprises pour nous expliquer, Fabrice, comment on va vers une société plus sobre. Est-ce que les entreprises, c'est la solution et comment on peut le faire selon ton point de vue? Voilà, sobriété, ça passe par déjà la prise de conscience de la finitude, et c'est loin d'être le cas aujourd'hui dans les entreprises et surtout dans la tête des dirigeants politiques qui parlent toujours de croissance, qui parlent toujours de relancer la machine économique, mais quand on relance la machine économique, encore faut-il la relancer à la fois dans ce qui est essentiel, mais aussi savoir la ralentir dans ce qui est non essentiel. Et ça, c'est un problème de récit, c'est un problème de présentation de ce qu'on veut comme civilisation dans les années qui viennent. Et ça ne prend pas du tout le chemin parce qu'aujourd'hui, on fait croire en fait aux Français qu'il serait possible d'avoir une espèce de croissance verte qui serait découplée, qu'on arriverait à découpler la croissance économique des pressions sur l'environnement. Mais tout ça, c'est un discours qui est faux, qui est fallacieux, qui est
qui est porté par des gens incompétents. Alors nous, ce qu'on prône dans les organisations, c'est la mise en place d'une économie à visée régénérative, c'est-à-dire on produit beaucoup moins, mais on utilise beaucoup plus, parce que la base de l'économie de demain, c'est une économie qui doit être sobre en ressources. Donc, on fabrique des produits à pérennité programmée qui permettront donc de les réparer, de les entretenir sur des très très longues durées. Donc, il faut absolument arrêter cette obsolescence programmée dans la stratégie des entreprises manufacturières. Et on a besoin, compte tenu que c'est un changement culturel, eh bien, on a besoin absolument de prescriptions fortes, donc de régulation, pour obliger les acteurs économiques à enclencher ce mode de production à pérennité programmée. Ça passe bien sûr par la commande publique, qui est beaucoup trop faible aujourd'hui. En tant que prescription sur le réemploi, il n'y en a quasiment pas, ou c'est anecdotique, alors qu'aujourd'hui, on a une offre qui est pléthorique en réemploi, notamment dans le bâtiment. 46 millions de tonnes de déchets du bâtiment, moins de 1% de réemploi. On est vraiment extrêmement mauvais. Alors heureusement, il y a des acteurs qui se mettent en place aujourd'hui et qui proposent des offres de réemploi de qualité avec des plateformes où on récupère des équipements qui sont remis en état pour accéder donc à ce marché du réemploi, mais il y a encore trop peu de demandes de la part de la commande publique et de demandes de la commande privée. Et pour qu'on augmente la demande, eh bien sûr, il faut absolument de la régulation, il faut des impositions beaucoup plus fortes pour créer ce mouvement vertueux. Et ce que je veux dire aussi, c'est que le réemploi, c'est pas simplement booster en fait cette demande nouvelle vers des matériaux qui ne seront plus remanufacturés, enfin qui sont plus manufacturés une première fois. C'est un enjeu de souveraineté, car aujourd'hui la France achète un peu plus de 80% de ses matières premières à l'extérieur, et donc compte tenu de l'augmentation future probable de ces coûts de matières premières, c'est pas qu'une question de déchets, c'est aussi une question de souveraineté. Eh bien, on a besoin absolument d'augmenter cette approche de réemploi dans tous les secteurs d'activité, à commencer par ceux qui génèrent le plus de déchets aujourd'hui, le bâtiment. Donc le C3D propose bien sûr de booster beaucoup plus l'économie à fonctionnalité de la coopération, le réemploi. On va proposer prochainement des textes très précis pour proposer donc de changer les règles comptables d'amortissement, notamment sur les équipements, pour aller vers ce qu'on appelle de l'amortissement décomposé, qui permettront à ces équipements de ne pas être amortis avec les mêmes règles qu'aujourd'hui, ce qui facilitera bien entendu la baisse des coûts des équipements réemployés, parce que c'est ça le problème aujourd'hui, et les rendre compétitifs par rapport à des produits neufs. Donc pour résumer, nous avons besoin de deux choses, de la prescription, beaucoup de prescriptions pour mettre en place les filières, pas changer la loi tous les 4 matins, et on a besoin aussi du changement de règles comptables pour aller vers des amortissements pérennes, des amortissements sur des très très longues durées, car dans tous les produits, il y a des équipements qui peuvent être réutilisés très très longtemps sans qu'on soit obligé de les refabriquer. Et ça aujourd'hui, ce n'est pas encore inscrit dans la loi et c'est une grave erreur. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci Fabrice. On voit que tu es rédacteur d'un livre qui s'appelle L'entreprise contributive. Très bon livre qu'on vous invite à lire. Merci beaucoup Fabrice de ton intervention. Nous accueillons aussi à distance monsieur le maire, monsieur l'adjoint bien sûr de la ville de Paris, Antoine Guilloux, et aussi vice-président d'Amorce. Alors je sais qu'en réserve parlementaire c'est pas évident, mais merci vraiment d'être présent et de pouvoir nous expliquer un peu ce que fait la ville de Paris en matière de réemploi, un territoire très dynamique et dont nous sommes nombreux et nombreuses à être aussi entrepreneurs. Est-ce que monsieur Guilloux, vous nous entendez ? Je sais que vous aviez une contrainte et on a eu un décalage de timing. Peut-être que M. Guilloux est... Antoine, oui. Oui, vous m'entendez ? On vous entend très bien, Antoine. Merci beaucoup d'être là. Alors, que la ville de Paris, que faites-vous en réemploi ? Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Alors, réemploi, évidemment, enjeu tout à fait structurant pour la ville de Paris et puis globalement pour les collectivités qui sont réunies au sein d'Amorce. J'en dirais aussi un mot, peut-être pour vous parler d'abord de Paris brièvement. C'est pour nous deux objectifs clés à l'horizon 2030, réduire de 100 000 tonnes les déchets produits par an sur le territoire parisien et puis tripler le taux de valorisation de ces déchets, et d'ailleurs avant même si possible qu'ils ne deviennent des déchets. Et c'est là évidemment que le réemploi a toute sa place et qu'on cherche à le développer fortement. Alors il y a beaucoup d'exemples
et d'initiatives sur lesquelles nous travaillons. J'en citerai peut-être deux assez différentes pour vous donner des illustrations. La première, c'est bien sûr la question de ces objets du quotidien qu'on appelle parfois dans le champ des déchets occasionnels, tous ces objets extrêmement nombreux qui représentent à Paris des dizaines de milliers de tonnes produites chaque année par les Parisiens, les meubles électroménagers, les jouets, les livres, les textiles, tous ces objets qui ont un potentiel de réemploi extraordinaire, mais qui aujourd'hui est très peu, et en réalité très peu adressé. On travaille sur ce domaine-là dans beaucoup de dimensions. C'est à la fois développer des collectes à domicile pour faciliter le don et le réemploi par les Parisiennes et les Parisiens. Moins de 30% des Parisiens ont une voiture aujourd'hui, donc la question de la logistique du réemploi pour faciliter ce geste-là est quelque chose d'extrêmement important. On développe aussi des points d'apport volontaire dans l'espace public pour le textile, mais aussi dans les équipements publics. Ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille. C'est assez nouveau pour nous et ça marche assez bien. En tout cas, il y a un potentiel important, des collectes évidemment événementielles. Et puis, on soutient aussi les ressourceries, les recycleries sur le territoire parisien. On a des dizaines de lieux de réemploi solidaire. Ça, c'est extrêmement important pour nous et ce sont des acteurs qui sont dans un moment sur le plan financier qui est assez difficile, il faut bien le dire. Les soutiens nationaux sont en chute libre, que ce soit sur le soutien direct à l'activité, que ce soit sur les emplois aidés. Et je dirais qu'en tant que collectivité, ça c'est vrai au niveau national, on parfois le sentiment d'être un peu seul aux côtés de ces acteurs, mais on continuera évidemment à le faire. On encourage aussi les éco-organismes, et ça c'est un sujet de discussion que nous avons avec eux, à être aussi plus proactifs. Et ça, c'est quelque chose que nous portons au sein d'Amorce, plus proactif, parce que c'est la responsabilité des filières, des metteurs sur le marché, aussi d'apporter les soutiens financiers au réemploi. Aujourd'hui, on trouve que le cadre national, les cahiers des charges des différentes filières sont encore beaucoup trop timides sur ce sujet, que ce soit en termes d'objectifs, que ce soit en termes de moyens financiers qui sont alloués. Alors évidemment, il y a des nuances selon les filières, le temps ne me permet pas de rentrer dans les détails, mais globalement, on trouve que le compte n'y est pas sur ce sujet. Les filières REP peuvent aller plus loin, voilà, notamment pour soutenir les acteurs de l'économie sociale et solidaire, mais de manière générale, pour mener plus de projets en lien avec le réemploi. Ce qu'on dit au sein d'Amorce et ce qu'on demande comme évolution du cadre national, c'est notamment de faire en sorte que le soutien qui est accordé par les éco-organismes, je dirais, ne soit pas un peu mal incité, puisqu'en fait aujourd'hui, de facto, ça coûte moins cher aux éco-organismes quand les performances sont moins bonnes, puisque la non-atteinte des objectifs n'est pas pénalisée, notamment la non-atteinte des objectifs de réemploi, mais l'ensemble des objectifs des filières REP de manière générale. Et donc ça, pour nous, c'est un frein. Ce qu'on demande au sein d'Amorce, c'est qu'évidemment, lorsque les éco-organismes n'atteignent pas leurs objectifs, il y ait des pénalités pour que le cadre soit vraiment incitatif. Sinon, on peut avoir des objectifs très ambitieux, mais qui, évidemment, sont un peu plus théoriques. Et puis, peut-être, deuxième exemple de filière, sans être trop long, sur laquelle on travaille, ça fait écho à ce qui était dit juste avant, c'est la filière du bâtiment. Évidemment, alors le bâtiment, ce ne sont pas des déchets ménagers, stricto sensu, ça ne rentre pas dans le champ direct des collectivités en matière de gestion des déchets, mais évidemment, compte tenu des volumes en jeu qui étaient rappelés juste avant par le précédent intervenant, ce sont évidemment des enjeux majeurs pour nous. Nous, on en a fait un axe aussi important à Paris de notre stratégie de réduction et de valorisation des déchets. Et on a des leviers quand même en tant que collectivité pour le faire, notamment dans le parc social par l'intermédiaire de nos bailleurs sociaux. À Paris, on travaille notamment, une petite page de publicité, mais c'est pour être concret, on travaille notamment avec le groupe Saint-Gobain sur la question de la filière du plâtre, la question de la filière des fenêtres. Donc on a des opérations vraiment tout à fait exemplaires de ce point de vue-là qui permettent d'amorcer des filières de réemploi et de recyclage sur les déchets du bâtiment. Donc ça, c'est un sujet sur lequel on est très attentif, puis ça passe par les normes d'urbanisme, évidemment aussi, grâce auxquelles on peut imposer un certain nombre, ou inciter en tout cas fortement les acteurs, y compris de la promotion privée, à intégrer ces objectifs-là de réemploi dans leurs opérations. Voilà. Merci. Très brièvement, un petit tour d'horizon du sujet du réemploi à vue des collectivités. Alors, on m'a quand même parlé d'un projet exemplaire que vous avez avec un éco-organisme pour aller chercher les produits usagés au domicile des gens. Est-ce que tu veux en dire un mot? Avec un éco-organisme qui s'appelle Écosystème, de ce qu'on m'a dit.
Oui, absolument. Avec Écosystème et d'autres collectivités ont également ce partenariat. Il y a plusieurs territoires en France. On a pu développer la collecte à domicile, effectivement, de l'électroménager. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien, qui permet, par rapport au système traditionnel d'enlèvement des encombrants que nous avons à Paris, mais qui fonctionne très bien en termes de performance opérationnelle, mais qui impose que les gens déposent leurs objets sur le trottoir, évidemment, compte tenu de la météo, compte tenu des incivilités, le potentiel de réemploi est ensuite très dégradé. Alors que la collecte à domicile qu'on a pu effectivement mettre en place avec Écosystème permet d'avoir des taux de réemploi sur ce gisement qui sont très intéressants. Voilà une belle innovation en termes de services publics et de réemploi. Merci beaucoup, on en reparlera, je pense, dans les tables rondes sur les éco-organismes. Merci Antoine et d'être présent avec nous. Et merci à la mairie de Paris pour le travail qui est fait sur le réemploi. On va revenir en salle et sur la scène pour finir aussi, avoir peut-être le retour de Zero Waste. Que penses-tu des deux interventions? Et puis si tu veux bien conclure un peu ton propos en 2-3 minutes. Ouais, je vais faire vite. Donc moi, je voulais juste terminer du coup par rapport au constat que j'ai un petit peu posé sur le fait que 5 ans après, la loi AGEC n'a pas tenu ses promesses. C'est-à-dire que effectivement, je suis assez d'accord, avant d'avoir AGEC 2, ce serait bien que la loi soit appliquée et qu'on la fasse appliquer, et que si ce n'est pas appliqué, il y ait des sanctions derrière. Ça, c'est très important. Et du coup, sur la partie un peu plus, parce que c'était un petit peu sombre, et sur la partie un peu plus solution, sur ce que nous, on veut voir advenir comme changement. Donc déjà, il faut absolument, et on va profiter de tout le cadre réglementaire qui arrive, donc typiquement la stratégie 3R, le Circular Economy Act, ou encore même le projet de loi d'ADU qui est lié au PPWR. On va essayer de faire respecter un principe qui est inscrit dans la loi et qui s'appelle le principe de hiérarchie de traitement des déchets, et qui place la réduction et le réemploi avant tous les modes de traitement, notamment aussi le recyclage. Et ça, nous, c'est vraiment notre cœur de métier. Et malheureusement, que ce soit dans les filières REP et dans les instances dans lesquelles on siège, donc la CIFREP ou le CNEC, on va essayer de porter cette voix citoyenne où justement on croule sous tous les déchets, mais notamment plastique, et qu'il faut absolument réduire massivement si on veut s'en sortir. Donc ça, c'est un premier constat. Évidemment, on doit faire du réemploi une priorité. Cette année, il y a la proposition de loi de Madame Rioton qui est très importante sur la réduction plastique dans les cantines scolaires. Mais il y a également aussi une proposition de loi qui a été déposée par Stéphane Delautrette et qui porte sur justement massifier le réemploi en France. Et dans cette proposition de loi, il y a un objectif, et on en est ravis, très important, qui est de doubler les fonds réemploi au sein des filières REP. Et ça, en fait, si on ne double pas ce fonds, on ne s'en sortira pas. Avec 5% pour massifier le réemploi dans toute la France, c'est pas suffisant. Donc voilà, évidemment, avec les systèmes, déployer massivement les systèmes de consigne. Il y a eu un début, même s'il arrive trop tard, un début de projet reuse avec Citeo. Mais en fait, ça fait longtemps qu'on aurait dû démarrer le déploiement national du réemploi en France. Donc on est en retard, mais il faut vraiment enclencher la deuxième. Évidemment, justement, renforcer toute la partie prévention. Aujourd'hui, à l'échelle des collectivités, malheureusement, la prévention n'est que 1% de leur budget. Et ça, en fait, si on veut justement vraiment agir, on doit augmenter. C'est vraiment une étape obligatoire. Et du coup, à côté de ça, donc on va essayer justement d'avoir le moins de recul possible. C'est pas forcément évident. On en a eu quelques-uns, donc typiquement le report de l'interdiction du polystyrène qui devait arriver en 2025 et qui était reporté en 2030. C'est vraiment un plastique très problématique et nous, on ne comprend pas pourquoi on va le reporter. Évidemment, c'est lié au lobbying qui a été fait derrière, mais c'est un recul qui est pour nous très très problématique. Et également, du coup, on a fait un recours sur le sujet, justement la REP textile sanitaire à usage unique qui est entrée en vigueur et qui est extrêmement limitée, c'est-à-dire qu'au lieu
de prendre en compte tous les textiles sanitaires à usage unique, on ne prend en compte que les lingettes. Pareil, c'est très problématique et on va essayer de faire changer ça. Mais en tout cas, par rapport à justement tous ces sujets, le fait que la loi AGEC n'ait pas tenu ses promesses, on a réellement besoin que tous les acteurs se mettent justement au travail pour qu'on puisse atteindre nos objectifs, à la fois réglementaires et évidemment s'en poser davantage, c'est-à-dire que dans les futures années, on va devoir accélérer fortement la réduction et le réemploi, et on va devoir aussi mettre l'argent qu'il faut sur la table pour que tout puisse advenir. Donc voilà, donc du coup on a besoin à la fois d'un cadre réglementaire plus fort, plus strict, et qui justement nous amène à des changements au niveau justement de la production et qui auraient des impacts positifs derrière sur la consommation plus durable. Merci beaucoup Marine et merci Zero Waste d'alimenter effectivement les travaux du CNEC, les travaux de la CIFREP et de partager cette vision et du coup de contribuer à ces travaux. Je vais, Benoît, si tu veux bien, on va donner la parole à l'Union du réemploi solidaire pour nous présenter justement comment l'association se positionne aussi vis-à-vis de ces enjeux environnementaux, ces enjeux sociaux, comment on peut travailler avec les acteurs de l'ESS pour que les acteurs de l'ESS soient intégrés dans les filières industrielles, dans les filières de réemploi. Quels sont les enjeux pour vous, acteurs de l'ESS, pour continuer, comme on l'a vu tout à l'heure, à vous développer, à exister et à s'intégrer dans toutes ces filières qui sont en mouvement? Merci Benoît, bonjour à toutes et à tous. Merci à Fédération Hercule de nous avoir invités sur ces assises. Un petit mot sur l'Union pour le réemploi solidaire pour bien situer qui nous sommes. Nous sommes un collectif qui regroupe aujourd'hui des têtes de réseau national spécialisées sur le réemploi à l'initiative de SS France, d'Emmaüs France, du réseau national des ressourceries et recycleries, de la Fédération Envie, du réseau Le Recyclage que je représente, du CORAS pour les structures d'insertion, et collectif qui s'est élargi très récemment à Oxfam France et au réseau Chantier École, encore pour un réseau d'insertion. Donc, si on prend l'ensemble des structures, ça représente à peu près 40 000 emplois en France pour 40 000 tonnes de déchets réemployés en France, 20 000 emplois et à peu près autant de bénévoles, si ce n'est plus. C'est une fédération un regroupement d'acteurs qui s'est créé à l'initiative de la loi AGEC à un moment où on a porté une disposition qui visait à soutenir les acteurs de l'ESS qui étaient historiquement très très peu soutenus à travers la création d'un fonds réemploi. Marine, tu en as parlé un petit peu, qui vise à ce que 5% des éco-contributions viennent financer les acteurs de l'ESS. Pourquoi est-ce que ça a été porté à ce moment-là? Parce que historiquement, ces structures qui sont pour la majorité associatives et du coup à but non lucratif et qui ont donc des modèles économiques qui ne cherchent pas la rentabilité mais davantage à réemployer un maximum d'objets et apporter aussi des actions sociales à travers des dispositifs d'insertion ou d'accueil, étaient finalement sur des modèles économiques très précaires, peu financés et pas à l'équilibre à travers l'activité de réemploi. Et pourtant, avec des taux de réemploi qui sont extrêmement élevés parce que, en l'absence de recherche de rentabilité, on arrive à avoir un taux de réemploi qui se rapproche du taux de réemployabilité technique. C'est-à-dire que si l'objet a la moindre possibilité d'être réutilisé, on arrive quelque part à lui donner une seconde vie, ce qui était quand même assez exceptionnel, on va dire, si on compare à d'autres modèles d'affaires. Alors Pierre-Éric, excuse-moi, on aime beaucoup aussi savoir qui tu es, parce que bien je sûr, sais que tu es entrepreneur personnellement. Et du coup, moi je suis représentant de Le Recyclage. Donc Le Recyclage, c'est un réseau qui est spécialisé sur le réemploi de vélos. On est des petites structures associatives pour la plupart, portées par des bénévoles et ou par des salariés qui sont dans les structures, plutôt 1, 2 ou 3. On collecte aujourd'hui à peu près 70 000 vélos par an. Il y en a 40 000 qui sont réemployés et remis en circulation, sur environ donc 200 structures sur l'ensemble du territoire national. Et tout type de vélo, vélo musculaire, vélo principalement vélo musculaire, parce qu'il faut savoir aujourd'hui que la filière de réemploi des vélos électriques, on est sur un produit qui est très spécifique. D'ailleurs, on est sur 2 filières REP différentes. On a des spécificités qui sont liées aux batteries, on a des spécificités de canaux de collecte, on a des spécificités liées à la détention des produits par les usagers. Aujourd'hui, autant les gens remettent des vélos en déchetterie de manière assez classique, autant les vélos électriques, il y a une tendance à avoir une captation du gisement. C'est ce qu'on connaît aussi sur d'autres produits électriques et électroniques, où des fois ça traîne très longtemps dans les placards parce que les produits ont une certaine valeur et on ne sait pas trop comment inciter les usagers à s'en défaire.
Voilà pour le recyclage. Donc du côté de l'Union pour le réemploi solidaire, nous on s'est créé dans la suite de cette bataille pour les fonds réemploi. Bataille qu'on a gagnée, c'est-à-dire avoir 5% des éco-contributions qui sont fléchées vers l'ESS. Alors là, je voudrais faire un petit peu de debunking parce qu'au début, on a eu 5% qui étaient fléchés, 50% réservés sur l'ESS, 50% ouverts aux acteurs lucratifs. Et c'est vrai que ce qui avait été porté par les acteurs du réemploi solidaire, c'était d'avoir un fonds réemploi dédié à 100% vers les associations initialement, donc vraiment les acteurs non lucratifs, en raison de ce que je vous ai expliqué, c'est-à-dire les modèles d'affaires ne sont pas du tout les mêmes et l'équilibre économique est très difficile à aller atteindre. Il est aujourd'hui permis parce qu'il y a un engagement bénévole très très fort et puis il y a des dispositifs qui viennent soutenir l'insertion, qui viennent quelque part équilibrer les modèles. Donc aujourd'hui, les travaux de l'URS, enfin, ça a permis de regrouper ces acteurs-là. Ce qu'on souhaite porter et ce qu'on voit aujourd'hui dans peut-être les limites de la loi AGEC et de ce fonds réemploi, c'est que ça ne couvre pas finalement le nerf de la guerre qui reste la question de l'accès au gisement. On en parlera dans la journée et je pense que c'est un sujet central. Du financement sans gisement, ça ne permet pas de développer une activité. Donc la question qui se pose, c'est aujourd'hui, on a mis en place un dispositif qui vise à développer le réemploi apporté par les acteurs solidaires. Ça ne veut pas dire que les acteurs du réemploi solidaire sont en capacité de couvrir l'intégralité du potentiel du réemploi des objets en France. Ça aussi, il faut le dire, c'est très bien qu'il y ait une complémentarité avec des modèles d'affaires lucratifs et des modèles d'affaires de l'ESS. On a fait le choix de soutenir de l'ESS parce que c'est aussi des modèles qui... En terminologie, excusez-nous, on fait une petite parenthèse. On va parler d'économie marchande et d'économie non marchande, puisqu'on sait que beaucoup d'acteurs ne sont pas lucratifs et ne gagnent pas d'argent. Donc on est très vigilant chez Aircube à remettre l'église au milieu du village. Et si on faisait une demande de qui gagne de l'argent sur son modèle d'économie circulaire et de réemploi, on serait surpris. Donc parlons pas de lucrativité forcément. Et on a des acteurs dans l'ESS qui ont des acteurs à lucrativité limitée, mais à lucrativité aussi. Donc c'est vrai que c'est plus simple de dire marchand ou non marchand dans les modèles d'affaires. Voilà, s'il vous plaît, essayons de rester sur cette dynamique-là pour ne pas opposer forcément. Merci. Et donc, dans cette dynamique qui est de dire on va essayer de soutenir des modèles non marchands parce qu'on a la capacité d'avoir un maillage du territoire extrêmement fort, hein, c'est aussi des emplois locaux non délocalisables. Vous allez dans les petites communes à proximité de Nantes, moins de 10 000 habitants, vous trouvez des ressourceries avec quelques dizaines d'emplois. Et donc ça, c'est quand même vraiment la plus-value du modèle des acteurs de l'ESS, c'est d'avoir cette capacité à aller créer de l'activité autour de la génération de déchets au plus proche, c'est-à-dire en application totale du principe de proximité. On va essayer de détourner le déchet à partir du moment où la personne allait la jeter en déchetterie et qu'il soit réemployé, réparé localement. Donc si on a un soutien financier qui permet aujourd'hui de développer l'activité, et encore, il faut bien se rendre compte que les 5% du fonds réemploi, si je prends le budget moyen d'une ressourcerie, c'est 3% des recettes, ce qui est touché via les fonds réemploi. Pour des ressourceries qui travaillent sur plusieurs filières, c'est-à-dire qui travaillent avec du textile, avec du 3E, avec des jouets, avec des ASL, avec des articles de bricolage et de jardinage. Tout ça, les fonds touchés représentent moins de 3% de leurs recettes. Donc ça, on voit non plus que ça fait pas... Actuellement, le fonds de réemploi, c'est 15 millions, hein, on peut préciser. C'est pour ça aussi que le montant est trop faible pour soutenir. Voilà, donc le discours qu'on pense, c'est effectivement, il faudrait qu'on on augmente le montant. Les préconisations qu'il y a dans les rapports, c'est de le monter à 10%. Il y a aussi une question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que les soutiens financiers correspondent au coût réel, en fait, du coût de réemploi. C'est-à-dire que quand vous êtes une ressourcerie et vous êtes non marchand, vous ne passez pas par des dispositifs de mise en concurrence ou de marché, ce qui ne vous permet pas, de quelque part, de facturer votre coût réel à la tonne réemployée. Si on était payé à la tonne réemployée, effectivement, les montants alloués seraient bien plus élevés. Donc il y a un équilibre à trouver. Et le deuxième sujet qu'on a, c'est comment est-ce qu'on va faire en sorte que ces acteurs accèdent à un gisement de qualité qui permette de maintenir aussi l'activité. On a aujourd'hui, et c'est grâce à la JAC, en fait aussi des acteurs du réemploi de plus en plus nombreux, de plus en plus variés. Et finalement, tout le monde souhaite accéder aux produits de bonne qualité qui sont réemployables. Je l'ai dit, les ressourceries, recycleries Emmaüs, on arrive à réemployer des produits qui sont avec une très faible valeur marchande, mais c'est parce que le modèle d'affaires s'équilibre, parce qu'il y a un accès à des produits qui sont d'une qualité un petit peu supérieure. Et donc si demain on se retrouve en concurrence entre secteur marchand et non marchand sur l'accès au gisement de qualité, les modèles d'affaires des uns et des autres vont avoir du mal à s'équilibrer. Donc je pense qu'il y a aussi une réflexion à avoir d'ensemble sur comment est-ce qu'on arrive à trouver des dispositions qui permettent à la fois aux acteurs de l'ESS
d'accéder à du gisement de qualité pour équilibrer leur modèle et permettre de développer. Et aussi, sur le reste du gisement, à permettre au secteur lucratif d'y accéder pour maximiser le taux de réemploi. Et c'est pour moi tout l'enjeu, peut-être, d'avoir une vision d'avenir sur le réemploi en France. C'est cette question du gisement. Comment est-ce qu'on va créer des boucles locales qui vont permettre au gisement d'être collecté, d'être regroupé, d'être redistribué de manière la plus efficace possible pour développer le réemploi. Ça revient à la conclusion qu'on a eue de nos travaux avec le CNEC. Je regarde Sébastien du MEDEF et Envie, avec qui on a travaillé, de créer le schéma directeur national du réemploi. Puisqu'on n'a pas en fait cette vision globale des flux, avec une vision acteur et une vision répartition des flux et des gisements. Donc on est encore au début quand même de l'aventure de créer une vraie filière optimale. Nous, ce qu'on appelle aussi aujourd'hui, je crois que vous l'avez vu, et c'est un message que je te passe, où je te pose la question, à quand le mouvement national du réemploi, qui regroupe les acteurs marchands, non marchands, distributeurs, industriels, pour penser ce schéma directeur. Qu'en penses-tu ? Les travaux sont ouverts, hein, je veux dire, et aujourd'hui, c'est aussi un début. Ils sont ouverts aussi au CNEC, tu le sais. Moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est à quel échelon penser les schémas directeurs ? Faut-il un schéma directeur national du réemploi ou faut-il redescendre d'un cran avec un principe de subsidiarité et venir confier aux régions qui ont la responsabilité de la transition écologique une mission d'animation territoriale ? Quel est le bon échelon de boucle en matière de collecte ? Donc effectivement, il y a une réflexion nationale à mener. Aujourd'hui, quand je vois la complexité de mise en œuvre et les disparités territoriales et les actions, en fait, il y a des actions très différentes qui peuvent être menées à Nantes ou dans d'autres régions. Et finalement, ces initiatives, elles mettent aussi en exemple des choses très efficaces. Donc, est-ce qu'il faut réfléchir tout le temps au niveau national et imposer des cadres un peu contraignants, ou est-ce qu'il faut donner la main au niveau local pour permettre d'expérimenter et être plus efficace ? C'est une question à réfléchir. On ouvre le paragraphe, si l'intelligence artificielle nous entend, ouvrons le paragraphe, comment construire entre le schéma national et le schéma régional. Merci pour ta proposition qu'on accepte. Voilà, merci encore d'être présent, l'Union pour le réemploi solidaire. On va revenir dans un cadre de régulation, puisqu'en fait, on l'a vu quand même, les territoires sont quand même aussi très dépendants maintenant des marchés internationaux, des marchés mondialisés. On est à la veille d'un moment un peu, je ne peux pas dire triste, mais un moment fort pour certaines modes de commerce qui est le Black Friday. Demain a lieu le Black Friday. On organise cet événement-là aussi pour dire on peut faire autre chose que d'acheter des produits neufs, low cost, acheter en ligne. On peut favoriser des acteurs locaux comme on le voit, les ressourceries. Et on peut aussi préserver notre commerce, le commerce de proximité, les acteurs industriels, les acteurs, les PME, les acteurs de l'ESS, en régulant et en demandant de faire appliquer aussi la réglementation. Parce qu'on le voit avec le cas de Chine, mais on pourrait identifier énormément de plateformes. Depuis le Covid, je pense que c'est 50% du commerce qui passe par des plateformes, qui passe par des sites de vente en ligne. Donc quand on parle d'acteurs locaux, c'est vrai, il faut se répartir les gisements, etc. Mais il faut aussi être vigilant sur les nouveaux entrants, les acteurs qui vont vendre en ligne à distance, qui viennent souvent de l'autre bout de la planète. Et ce commerce-là, il faut le réguler. Il faut qu'on puisse faire appliquer les mêmes lois, la même loi aux acteurs locaux, aux acteurs concurrentiels, aux acteurs du marché. Et donc, on va prendre un exemple sur l'électronique. Et merci à la NFR, l'Agence nationale des fréquences, de venir représenter l'État et une agence. Parce qu'en fait, souvent, on ne le sait pas assez. Moi, j'ai découvert, grâce à la NFR, l'importance des agences de l'État, l'importance du travail des hauts fonctionnaires pour aider les acteurs de terrain à travailler, à être rassurés dans un cadre réglementaire, dans un cadre rassurant. Benoît, peux-tu nous présenter l'Agence nationale des fréquences et puis le rôle que vous avez pour aider le secteur de l'électronique, pour soutenir le secteur de l'électronique de qualité, pour qu'en France, on soit aussi sécurisé et avec des produits de qualité ? Oui, merci Benoît, bonjour à toutes et à tous. Oui, en effet, donc l'Agence nationale des fréquences, alors c'est peut-être un petit peu étrange que l'on soit ici aujourd'hui, puisque en fait, contrairement soit aux personnes qui ont été à l'origine d'une loi qui fonde la journée sur laquelle elle s'appuie, ou bien des différents acteurs, l'ANFR, alors le point commun que j'ai trouvé avec une des intervenantes, c'est qu'on a été aussi créé par une loi de 1997, mais c'est à peu près le seul. En fait, donc l'Agence nationale des fréquences est autorité de surveillance du marché depuis à peu près 25 ans.
Alors, son périmètre, c'est le périmètre avant tout, comme son nom le laisse penser, celui des équipements radio. Alors, quand on y pense assez rapidement, on s'aperçoit que les équipements radio, on les a tous déjà dans notre poche, au moins 1 voire 2 exemplaires avec les téléphones, mais c'est aussi ce micro que l'on a, ça va être les drones, ça va être les tablettes, ça va être les PC portables qui sont tous connectés par Wi-Fi, Bluetooth ou autre chose, et toutes sortes de télécommandes en fait. Donc en fait c'est un secteur qui s'est énormément développé avec notamment ce qu'on a appelé pendant un temps les IoT, Internet of Things, Internet des objets, et puis maintenant on parle de tout ce qui est connecté, puisque tout l'est, même des tondeuses par exemple, puisqu'on on a saisi une il n'y a pas si longtemps que ça, et puis que les connexions se font en général sans fil, puisque c'est quand même souvent beaucoup plus pratique. Donc nous, on est autorité de surveillance du marché pour ces équipements-là, donc plutôt radio, je le disais, pour vérifier en fait avant tout leurs caractéristiques radio, évidemment, et on s'appuie pour ça sur une réglementation européenne. Mais ce n'est pas que les caractéristiques radio. Depuis la fin de l'année dernière, on vérifie aussi la présence. Vous avez peut-être vu que maintenant, de plus en plus d'équipements ont un port USB-C, un port de charge USB-C. Ça, c'est une réglementation européenne. Et puis aussi, depuis le mois d'août dernier, on est en charge de la vérification pour ces équipements des vulnérabilités cyber qui deviennent aussi de plus en plus présentes. Par ailleurs, on est aussi en charge, alors ça, donc je dis encore, c'était les équipements radio, on est aussi en charge des équipements de la surveillance des équipements de type électronique, quand bien même ils ne sont pas radio, dès lors qu'ils peuvent se connecter à Internet, puisque l'agence est en charge de la vérification du contrôle parental, donc qu'on va retrouver sur une télévision, sur un PC fixe, donc pas forcément, et donc filaire, sur une console de gaming par exemple. Et donc ça c'est plutôt une réglementation pour le coup nationale. Et comment se passe le lien avec du coup l'État, votre agence et puis les acteurs économiques ? J'y viens. Donc en fait, donc qu'est-ce que ça signifie alors pourquoi déjà quand même faire le lien aussi un petit peu avec pourquoi on est là, c'est qu'en fait notre rôle en fait de surveillance du marché s'applique, donc comme je le disais, essentiellement à des équipements électroniques, alors qui font quand même partie, et je pense qu'il y a une étude de la DGCCRF dont on fera peut-être état dans la première table ronde, qui montre qu'en fait que les équipements électroniques, et au premier rang desquels les téléphones, font partie de ceux qui sont les plus réemployés, reconditionnés et revendus sans passer par la filière déchets, et heureusement compte tenu de ce que ça emploie. Donc nous, voilà, notre rôle, et je viens à ce que tu disais, c'est de nous assurer que les équipements qui sont mis sur le marché, lors de leur première mise sur le marché, lors de leur première mise sur le marché européen, lorsque la loi est européenne ou nationale, ou française, lorsque la loi est française, sont bien conformes aux exigences qui s'imposent aux exigences réglementaires. Et ça, c'est vrai aussi bien pour les équipements neufs que pour les équipements reconditionnés, réemployés. Et pourquoi on fait ça? C'est évidemment au sens large, pour protéger le consommateur et pour assurer une concurrence loyale, on y reviendra là encore certainement dans la première table ronde, pour une concurrence loyale entre les différents acteurs. Je pense que peut-être que je peux te donner un exemple pour que ça parle un petit peu ce que ça signifie, cette notion de première de mise sur le marché. Je vais prendre un exemple. Alors, je ne vais pas parler des États-Unis ni d'un téléphone, parce que sinon ça ferait penser beaucoup trop à des cas réels, mais je vais prendre le cas d'un casque virtuel, par exemple, et du Canada. On a bien les cas réels, hein. Tu peux parler de cas réels, on est entre Oui, nous, mais je pense que ça sera très facile de faire le parallèle. Ok, mais prends le cas réel, sinon ça va être plus simple. En communication, c'est plus simple le cas réel. Bon, alors, admettons, on prend un téléphone qui a été d'une certaine marque et d'un certain modèle, qui est vendu par exemple en 2023 aux États-Unis, et exactement le même téléphone qui est vendu la même année en France, même marque, même modèle, en France ou en Europe. 1 an et demi plus tard, bon, je crois que la tendance est quand même à augmenter la durée d'utilisation des téléphones, mais admettons qu'on prenne 1 mois et demi plus tard, les utilisateurs respectifs de ces deux téléphones qui ont été achetés décident d'en changer, et
heureusement, ne le gardent pas dans leur poche ni dans leur tiroir, mais le remettent dans le circuit du réemploi. Et comme il y a une forte demande en Europe pour les téléphones qui viennent de seconde main, en fait, eh bien, on peut imaginer que le téléphone qui a été vendu neuf aux États-Unis en 2023 va aussi arriver, par exemple, en France pour être reconditionné par certaines sociétés en Europe. Donc, le téléphone qui a été mis sur le marché en France ou en Europe d'une manière générale en 2023, il est revendu de nouveau, reconditionné en 2025. Il va être on ne considère pas que c'est une nouvelle mise. On ne considère pas que c'est une nouvelle mise sur le marché. Il était déjà dans le circuit européen, il y reste. Et donc lui, par exemple, il ne va pas être soumis à une nouvelle réglementation comme celle du port USB-C qui est imposé en Europe depuis fin décembre 2024. Alors que ce même équipement qui arrivera des États-Unis, qui sera reconditionné, lui sera soumis à cette réglementation, parce que pour lui, ça sera une première mise sur le marché européen. Donc en fait, pour nous, c'est là que se situe un peu la difficulté, c'est-à-dire que nous, on a un vrai souci de traçabilité pour arriver à savoir qu'est-ce qu'on va devoir contrôler, qu'est-ce qu'on va être en droit de contrôler, qu'est-ce qu'on va pouvoir éventuellement sanctionner, puisque ça peut arriver jusque-là. On a la possibilité de retirer du marché, de faire un rappel de produits également pour les équipements qui ne sont pas conformes. Donc nous on plaide pour avoir justement cette traçabilité qui en fait présente deux enjeux. Le premier, c'est de savoir en effet quand est-ce que cet équipement est arrivé, donc cet équipement qui n'est pas neuf est arrivé sur le marché européen, première question. Et deuxième question, qu'est-ce qui a été modifié sur cet équipement? Parce que suivant ce qui est modifié, soit c'est effectivement un équipement qui est reconditionné, et dans ce cas-là, il n'y a pas de souci par rapport à ce que je disais, c'est pas de nouveau une mise sur le marché. Par contre, s'il y a des modifications qui sont significatives, je ne vais pas entrer dans les détails, eh bien, dans ce cas-là, ça peut être potentiellement un nouvel équipement. Il peut être, même s'il n'est pas neuf, ça reste un nouvel équipement, et qui est remis de nouveau sur le marché. Et là, il est dans ce cas-là dans l'obligation de vérifier la réglementation qui est applicable. Donc en fait, nous, cette question de la traçabilité, elle est très importante, et faut savoir que donc, potentiellement, si vous pouvez imaginer que certains acteurs voient d'un mauvais œil qu'on retire, qu'on prenne une décision de retrait de marché, voire de retrait rappel, et dans ces cas-là, il faut que nous, on soit juridiquement bien solide sur toute la procédure qu'on a pu mener, et donc on ne peut pas se tromper typiquement sur une date de première mise sur le marché. On voit qu'il y a des questions de définition qui sont encore à construire, de quoi on parle. Est-ce que c'est première mise en marché, deuxième, troisième, quatrième, cinquième mise en marché? On voit qu'il y a encore des questions entre agences, État, parlementaires sur les cadres législatifs avec acteurs économiques. Donc merci d'être là, parce que c'est encore le début. On s'est découvert par un cas particulier, la NFR et le secteur du reconditionné. Mais en tout cas, merci d'être présent, et je pense qu'on est encore qu'au début de créer ces liens entre des différents acteurs, dont les agences et les organes de surveillance. Et bien sûr, le travail est extrêmement important en ce moment. On parle de produits mis sur le marché en France qui peuvent être dangereux. C'est aussi ça dont on parle. Les radios-télécoms, on en a tous besoin, mais ça peut aussi enclencher des problèmes de batterie, des problèmes de fréquence et des problèmes de cybersurveillance. Il ne faut pas le négliger. Donc merci beaucoup pour faire ce travail-là pour défendre la souveraineté française. Donc on va rester dans le monde de l'entreprise, l'entreprise qui peut subir des contraintes, et on a surtout un acteur historique du reconditionnement d'un secteur industriel et qui est voisin d'ici, qui vient de Nantes, et donc on accueille Alkin qui est partenaire des Assises et qui est voisin, et merci Moira de représenter Alkin. Donc qui est Alkin? Combien de salariés? Un peu de chiffres, parce qu'on aime bien les chiffres, et je vois que tu nous as ramené quelque chose. Exactement, merci Benoît. Bonjour à toutes et à tous. Donc je suis là pour parler d'Alkin, qui est une filiale du groupe Armor, dont le siège est à Nantes, une entreprise qui est plus que centenaire et qui, depuis une trentaine d'années, a fait de son business, s'est appuyée sur l'économie circulaire pour son business model. Alors qu'est-ce qu'on fait chez Alkin? On remanufacture des cartouches d'encre.
des cartouches d'encre de toutes marques, donc les HP, Epson, Konica Minolta, toutes les marques que vous connaissez, tous les modèles qui s'adressent à des professionnels, aussi bien les collectivités, les institutions publiques et les entreprises. Est-ce qu'on peut faire circuler la cartouche? Bien sûr. On adore toucher les produits, il faut venir. Là, si Allez-y. quelqu'un peut faire circuler la cartouche, c'est un peu marketé, c'est pas mal, voilà, c'est sécurisé. Voilà. Et donc aujourd'hui, Alkin, c'est 700 personnes à peu près. Un chiffre d'affaires, on vise 90 millions cette année. Et on remet à neuf à peu près 2 millions de cartouches par an. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On les collecte, les cartouches, un peu partout en Europe. Notre business aujourd'hui, il est européen. On est leader sur ce marché-là. On est heureux de témoigner sur le fait que c'est possible d'en faire un business durable et rentable. Donc, on collecte, on trie par modèle, on trie aussi les cartouches qui vont être trop endommagées, qui ne vont pas pouvoir avoir une seconde vie, troisième vie, etc. Et puis celles qu'on va pouvoir remettre en marché. On va les réparer. On va également du coup les re-remplir avec de l'encre liquide ou sous forme de poudre et ensuite les remettre sur le marché via des partenaires distributeurs ou grossistes. On est sur un marché indirect. Aujourd'hui, ce que je voulais aussi faire, c'est pouvoir parler de la loi AGEC qui nous a à la fois aidés sur certains pans et qui nous a pas aidés sur tous les sujets. Alors ça nous aide parce qu'aujourd'hui la commande publique doit consacrer une partie aux produits issus du réemploi. Donc typiquement nos produits peuvent être proposés dans ce cadre-là. En revanche, voilà, ce qui nous a pas aidé, c'est qu'on fait nous-mêmes notre collecte, mais on est obligé de collecter des produits qu'on n'a pas mis nous-mêmes sur le marché en premier. Donc, parce que c'est tous les fabricants, tous les constructeurs d'imprimantes. Et donc, on a perdu avec la loi AGEC notre agrément de système individuel. Et aujourd'hui, on est obligé d'adhérer à un éco-organisme pour cela, alors qu'on fait nous-mêmes notre collecte. Et que l'éco-organisme auquel on adhère ne nous donne pas accès à son gisement de cartouches. Aujourd'hui, c'est un vrai enjeu de pouvoir avoir accès aux cartouches vides pour pouvoir ensuite les remettre sur le marché. On est confronté également aux constructeurs eux-mêmes qui font en sorte de collecter et d'assécher le marché pour qu'on ne puisse pas continuer à remanufacturer leurs cartouches. On a également beaucoup de brevets qui sont créés pour empêcher la remanufacture. Donc voilà, il y a pas mal de freins qui font que ça ne rend pas ce business facile. On est malgré tout un acteur industriel qui continue à croire en en les vertus de ce que l'on fait. En préparation de la réunion, tu me disais qu'il y avait le même cas de concurrence déloyale aussi, d'acteurs qui vendaient des cartouches comment on peut les qualifier, de cartouches de mauvaise qualité, contrefaites? Alors voilà, c'est que ensuite nos partenaires donc répondent au marché public avec nos cartouches, et puis au bout d'un certain temps, ils vont prétendre à un problème de chaîne d'approvisionnement et proposer des cartouches chinoises. Qu'on va appeler des clones, donc qui sont des cartouches qui vont... Des clones. Des clones, voilà. Ok, c'est pas des clowns, c'est non, des clones. Alors c'est pourquoi pas des drôle. Clones? Alors, le concept de clone, on l'a jamais théorisé encore dans le livre blanc, donc on prend note aussi d'écrire définition d'un clone. Peux-tu nous expliquer ce que c'est un clone de cartouche d'encre? Eh ben, c'est une cartouche neuve qui est fabriquée et qui ne va pas forcément respecter les brevets des constructeurs d'origine et qui ne va pas non plus forcément respecter toutes les réglementations en termes de réglementation REACH, par exemple, donc avec des matières qui peuvent être potentiellement toxiques pour les gens qui utilisent les cartouches et qui peuvent aussi être de mauvaise qualité et donc endommager les équipements, les imprimantes dans lesquelles on va mettre ces cartouches-là. Et donc c'est ce qui se retrouve finalement dans les imprimantes partout et malheureusement il manque des contrôles. C'est que tout ça, c'est pas vérifié et c'est très compliqué d'aller... Qui est l'agence qui s'occupe des cartouches d'encre? Tu gères les cartouches d'encre connectées, imprimantes, non? Non, Dommage. Dommage, on va creuser, mais c'est une bonne question. Mm. Ok, donc cartouches d'encre, c'est vrai que tu n'as pas évoqué, d'un point de vue impact environnemental, extra-financier, comment vous pourriez qualifier votre impact, puisqu'il y a une question de ressources, d'accès à la ressource, il y a une question d'impact en pollution, il y a une question de préservation des ressources naturelles. Comment vous qualifiez et évaluez votre impact?
Alors, en termes d'ACV, si on prend en compte depuis la collecte de la cartouche jusqu'à la gestion de sa fin de vie, aujourd'hui, on estime un gain sur le score unique de 40% par rapport à une cartouche neuve qui est mise sur le marché. Après, la cartouche, elle circule. Dedans, il y a tout un tas de composants qui sont des métaux, des plastiques, évidemment. Tout ça, tout ce qu'on peut réutiliser, c'est un gain énorme, malgré le fait qu'on aille collecter, qu'on ramène dans nos usines, etc. Ça reste extrêmement vertueux. Bah écoutez, merci beaucoup. Donc merci à l'équipe. Ils ont un petit stand là-bas, donc venez les rencontrer. N'hésitez pas à venir nous voir. On est juste à gauche. Et une table ronde aussi où vous intervenez. Exactement cet après-midi. Cet après-midi. Donc merci à Alkine d'être présent pour représenter la bureautique reconditionnée. On peut l'appeler ça comme ça un peu le secteur. On peut l'appeler comme ça. La bureautique. On salue les autres membres, Printer, notre membre aussi présent. Alors maintenant, on va faire un petit zoom. On va prendre un pas de côté, si vous voulez bien. Et avec le pas de côté, on va faire deux choses. Première, on va faire un zoom sur une filière avec une experte qui va nous faire un petit exposé, bien sûr magistral. Et on aura un deuxième exposé avec un regard encore différent de Vincent Jourdain, notre chercheur à distance, qui nous parlera un peu des REP et de ses travaux sur comment les REP peuvent être efficientes. Donc, deux présentations. Je parle aussi pour la technique, pour que la technique projette les deux supports. Et on va tout de suite faire un zoom sur le plastique et les travaux que vous avez fait, monsieur et madame recyclage. Alors, qui est monsieur, qui est madame recyclage? Que faites-vous et comment on peut augmenter le taux de réemploi et lutter contre la pollution plastique? Merci Benoît, bonjour à tous et à toutes. Donc moi c'est Lise Nicolas, donc cofondatrice de Monsieur et Madame Recyclage. Il y a Monsieur Recyclage qui est là-bas, Enzo Mutini. On est tous les deux ingénieurs. On a créé du coup un cabinet de conseil, bureau d'études, pour accompagner aussi bien les industries que les collectivités que les associations sur l'économie circulaire de manière globale et surtout sur la fin de vie des déchets. On s'est infiltré aujourd'hui avec notre nom. Je rigole parce qu'on fait beaucoup de réemploi. Si je peux, avant de passer à la slide suivante, vous inviter fortement en fait à vous abonner sur nos réseaux sociaux parce que ça fait 7 ans qu'on partage notre connaissance et notre expertise en ligne de manière gratuite, en libre accès. Parce qu'il y a un vrai besoin d'acculturation, je l'ai entendu plusieurs fois à table ronde, de donner des définitions. Il y a besoin qu'il y ait une montée en compétences globale sur le monde du réemploi qui concerne vraiment tout le monde, aussi bien les collectivités que les industries, que le grand public. Et c'est ce qu'on essaie de faire un maximum à travers nos réseaux, donc Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube, en fonction de ce que vous préférez. Merci. C'est hyper rigolo, ça me fait plaisir de changer de casquette, parce que d'habitude, on est hyper sceptique et on fait beaucoup de critiques. Ah ouais, super, merci. Et en fait, malgré ce que j'ai pu entendre autour de cette table ronde, moi j'ai envie de redorer un peu le blason, parce que c'est vrai que quand on est dedans, on se dit jamais que ça va on se dit toujours que ça va pas assez vite, qu'il y a encore beaucoup à faire et que on est loin d'arriver à des chiffres qui sont raisonnables. Mais en même temps, nous, en prenant un peu ce pas de recul, on se dit il y a 5 ans, donc ça c'est le genre d'infographie qu'on partage en libre accès. Il y a 5 ans, la première carte du réemploi des emballages pour l'alimentaire qu'on a créée, il y avait 50 acteurs dessus. L'année dernière, on l'a mis à jour, il y avait 500 acteurs sur le territoire français et un peu les pays frontaliers, parce que forcément, on travaille. Donc, c'est pour vous montrer à quel point, en fait, la loi AGEC, le PPWR, donc la réglementation européenne sur les plastiques et les déchets plastiques et les déchets d'emballage, vient faire des impacts, en fait, sur nos entreprises aussi en France et sur toute la filière du réemploi. Alors, je suis désolé, je voulais la faire plus tout à l'heure, mais je vais la faire. PPWR. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? In English dans le texte ou pas? En plus, j'ai voulu le dire en français et je me suis mélangée dans mes mots. Donc, c'est la réglementation européenne sur les emballages et déchets d'emballage, qui est directement en partie issue de la loi AGEC et qui est vraiment une harmonisation européenne sur ce qui passe sur nos déchets et déchets d'emballage, avec des objectifs de réemploi assez forts. Et là, du coup, je vais pouvoir passer à la slide suivante.
Et non. Ouais. Peut-être qu'il faut que je fasse... Ah, il faut que je pointe là-bas. Non. Désolée. Ah, j'étais content. C'est bon. Ah, c'est bon. Merci. Et je vais donc repartir rapidement sur le côté réglementation qui fait que du coup on va faire un focus sur les emballages, alors que bon, on sait qu'aujourd'hui il n'y a pas que les emballages qui comptent. Pourquoi les emballages c'est intéressant? C'est parce qu'il y a une filière de responsabilité élargie des producteurs qui est historique, avec des réglementations qui sont venues en fait contraindre des objectifs de réemploi. Donc comme je le disais tout à l'heure, qui en plus se sont harmonisés au niveau européen. Et en fait, qu'est-ce que ça impacte? Ça impacte la commande publique, ce qui a été évoqué tout à l'heure. Et quand on impacte la commande publique, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a des changements. Donc si on prend l'exemple de l'interdiction des plastiques à usage unique dans la réchauffe pour les cantines et les cuisines collectives, on a eu bien que ça n'aille pas assez vite, mais on a des développements et on a des choses qui sont mises en place. On a les syndicats de traitement des déchets, donc les collectivités qui s'emparent du sujet alors qu'ils ne seraient pas directement liés à cette problématique en réalité, dans le contexte de la prévention des déchets. Et on arrive à des résultats. Si on veut bien changer la slide du coup, parce que la manette ne marche pas. Ouais. Je vous la rends du coup. Merci. Merci. Alors, je ne vais pas vous refaire, on a plein de cas d'exemples, c'est une longue étude qu'on a menée. Là, j'ai juste pris un exemple avec plein d'hypothèses qui sont différentes. Alors là, je crois que... Alors, j'ai noté quelques points sur les hypothèses. C'est que donc, du coup... c'est une cantine qui ferait à peu près 10 000 repas par jour avec une chaîne de lavage internalisée pour laquelle il aurait fallu faire des travaux, donc 1 à 2 millions d'investissements. Et au final, on se rend compte que la différence par repas, elle n'est pas si grande que ça. Et en fait, cette différence par repas entre la barquette en cellulose et la barquette en acier, elle n'inclut même pas une taxe plastique qui serait répercutée en fait correctement sur les acteurs de la chaîne et qui permettrait en fait une égalité. Et là, on se rend compte qu'en fait, au-delà du côté écologique, où on a, comme on peut le voir, un bilan carbone, mais il n'y a pas que le carbone, en plus, on pourra en discuter autour d'un café tout à l'heure. On a un impact carbone qui est diminué, mais on a aussi en fait un vrai levier économique et on se dit mais même c'est dommage, alors encore plus avec des cuisines collectives, que l'argent public en fait aurait pu être dirigé, et on a même des schémas où en fait les cantines gagnent de l'argent. Donc voilà, c'est à prendre en compte, et les commerces aussi. Donc c'est à prendre en compte en fonction de la manière dont c'est implémenté. Si on peut changer la slide. Ça a été beaucoup dit autour de cette table ronde. Alors attends, excuse-moi, parce que là, c'est comme les chiffres que tu as montrés, on les a jamais vus vraiment. En fait, c'est des nouveaux chiffres que vous avez prouvé qu'il y a un gain important en émissions de CO2 évitées et que ça coûte que 3 centimes. C'est ça, 3 centimes? Alors sur ces paramètres-là, on en a fait plusieurs où on a modifié plein de paramètres pour voir qu'est-ce qui était le plus important, à partir de combien de repas il était bien de passer au réemploi. C'est des questions qui sont techniques et il n'y a pas une réponse universelle, mais il y a des cas où c'est vraiment intéressant et le réemploi est vraiment favorable d'un point de vue écologique et économique. Et effectivement, c'est des chiffres qui ne sont pas encore en libre accès sur nos réseaux et qui sont issus d'une étude qui a été terminée il y a à peu près un mois. Voilà. Alors, je vous propose qu'on applaudisse ce travail quand même scientifique de prouver ça. Merci d'apporter des chiffres concrets, comptables. Il manque des chiffres concrets comptables comme ça, et merci de les partager à la communauté. Avec plaisir. Et en vrai, on a un dossier de plus de 200 pages sur le réemploi, où on a même proposer des calculs statistiques et donner des clés pour que tout le monde puisse les refaire chez soi sur tout ce qui est taux de retour pour éviter en fait de faire des erreurs quand on investit dans des chaînes de lavage. Et on est en train aussi de bosser en parallèle pour essayer de faire des formations qui seraient disponibles aussi en libre accès sur quels sont les choix en fait à faire. Alors là, nous, on a ciblé directement les cuisines centrales parce qu'on a vu qu'il y avait une vraie problématique, c'est-à-dire que si on parle des cuisines centrales, le premier réflexe, c'est de se dire bon, il faut que je passe de mes bacs en inox, mes bacs en jetables avec des bacs en inox. Et en fait, il y a toute une réflexion à avoir derrière. Est-ce que j'internalise, j'externalise? Est-ce qu'il faut que je change ma logistique? Enfin bref, il y a pas mal de questions à se poser.
Et c'est vrai que ça a été en partie poussé par les réglementations, parce que sinon, les commandes publiques ne seraient allées jamais dans cette direction-là. Et je tiens à le préciser, c'est que notre chiffre d'affaires, nous, alors qu'on s'appelle Monsieur et Madame Recyclage, est enfin passé à plus de 80% dans le réemploi. Ça faisait depuis le début, hein, les gens qui nous connaissent savent que notre nom était trompeur. Depuis le début, tout ce qui était au niveau emballage jetable à usage unique, on a toujours poussé quand c'était nécessaire pour le réemploi. La volonté, c'est bien, les réglementations, c'est encore mieux, parce que du coup, ça débloque des leviers. Et là, j'ai pris un exemple sur des collectivités, mais on en a aussi dans l'industrie, dont je n'ai pas le droit de parler pour le moment, mais c'est des très très beaux projets et qui nous donnent vraiment espoir. Alors, par contre, je reviens sur le côté frein avec voilà. l'argent, ok. parce qu'en fait, ça coûte de l'argent, ça c'est un fait au niveau investissement, mais comme on l'a dit, du coup, ça peut devenir rentable, mais c'est surtout qu'en fait, s'il y a des réglementations derrière, en fait, là, ça devient intéressant d'investir. Et nous, on le voit côté investisseur, quand il y a des réglementations, ils sont prêts à y aller. Côté industriel aussi, ils commencent à changer de casquette, du coup, comme je le disais, et à aller vers le remploi, parce que il faut se mettre en conformité réglementaire, et du coup, ça vient rééquilibrer un peu la balance de modèles économiques qui serait plus ou moins pas toujours stable actuellement, et puis pas toujours juste, parce que vous l'avez précisé, hein, on a des marchés qui sont à l'international, et on a des produits comme Chine qui vont débarquer. Donc c'est histoire de régulariser tout ça avec les réglementations. 30 secondes pour conclure. Ouais, 30 secondes pour conclure, c'est que grâce au projet du coup de conformité réglementaire, on s'aperçoit que du coup ça peut être plus écologique, mais aujourd'hui, ce qui se passe dans le monde de l'emballage, en fait, faudrait que ça soit vraiment étendu. Alors certes, Marine pourra dire que ça va pas assez loin, et sur beaucoup de points je suis assez d'accord, mais en fait il n'y a aussi pas que le monde de l'emballage, il y a beaucoup d'autres secteurs dans lesquels il faut mettre des réglementations. Je pense qu'on est là pour en parler aujourd'hui, et pour moi c'est essentiel, le livre blanc qui va être écrit aujourd'hui, de le pousser, puisque c'est ça qui va permettre de réguler les marchés et de permettre à des acteurs du réemploi, en plus de se relocaliser en France, de devenir plus stables financièrement. Merci beaucoup. Et on a visité hier Bout à Bout, pour ceux qui étaient à la Learning Expedition, qui est un très bel exemple de nettoyeurs industriels. Et ils seront présents tout à l'heure pour vous parler de la possibilité de développer une vraie industrie du nettoyage, de la collecte, de la gestion de ces contenants, plutôt que de remplir des incinérateurs ou des centres d'enfouissement. On peut nettoyer, créer de l'emploi. Donc merci pour cet exemple très pertinent. On va passer maintenant à Lyon. On va se déplacer avant d'aller en Catalogne, hein. La Catalogne est toujours en ligne, je vous le rappelle, pour ceux qui ont suivi. Avant d'aller en Catalogne, on va aller à Lyon avec Vincent, qui va nous expliquer l'importance des REP et comment les REP peuvent être une piste pour développer le réemploi. Merci Vincent. Ok, merci Benoît. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Est-ce que mes slides sont projetés? Parce que du coup, là, j'ai pas la visibilité sur mes slides. Pas encore, mais... on avait préparé, sinon on peut faire 100. Hein. Alors, la technique va te la sortir. On l'avait testé hier, on a vu tes slides, mais je crois qu'il fallait que ce soit toi qui les projettes, et j'ai oublié de te le dire. Est-ce que tu peux... probable. Est-ce que tu peux te connecter et faire projeter et partager? Bien sûr. Ça, c'est le bonheur du direct. Maintenant, on connaît tous les bonnes visios, on sait tous faire. Donc voilà. Alors maintenant, le problème, c'est que je crois qu'on ne te voit plus, mais on voit tes slides. C'est pas grave, vous m'avez vu longtemps avant que j'intervienne. Donc tu as 9 minutes, si ça ne te dérange pas, avant qu'on fasse la question-réponse, et avant la photo de groupe. Alors, rapidement, merci pour l'invitation. Moi, ce que je propose, c'est à la fois une prise de recul et un zoom. Prise de recul dans la mesure où, en fait, toutes ces questions-là de développement, de réemploi, etc., on peut être plus ou moins optimiste, plus ou moins pessimiste, on peut être partagé, en fait, sur le constat qu'on peut faire, et ça va aussi dépendre de là où on parle. Hein. Ces tables rondes, il y a tout un tas de types d'acteurs différents, et donc ça va prendre en compte aussi les intérêts de celles et ceux qui parlent, et c'est tout à fait normal. Du coup, moi, ce que j'assume aussi ici, c'est une prise de recul en tant que chercheur. Moi, finalement, le réemploi, qu'on le développe ou pas, quelque part, en tant que chercheur, je m'en moque, en tant qu'individu, je m'en moque pas, mais du coup, j'essaie toujours de me demander comment ça se passe plutôt que comment faire.
Et pourquoi un zoom? Parce qu'en fait, je m'intéresse à la responsabilité élargie des producteurs. C'est l'objet de mes travaux de thèse et puis de mes recherches actuelles. Et en fait, je me suis longtemps posé la question de si la REP pouvait être un bon véhicule pour le réemploi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le réemploi dans les REP, en fait, c'est une préoccupation qui n'est pas vraiment nouvelle, qui est déjà ancienne. Dès la construction des premières filières et leur théorisation, on avait des débats sur l'objectif des filières REP. Est-ce que c'était uniquement prendre en charge des coûts de gestion des déchets? Ça pouvait être la position de l'Union européenne à l'origine, y compris de ses États membres, la France qui avait mis en place un système sur les emballages, mais ça pouvait être aussi l'objectif des REP, être envisagé comme gérer des produits, c'est-à-dire prendre en charge l'ensemble du cycle de vie. C'est ce que nous disait l'OCDE dès 2001, qui s'inspirait notamment des travaux d'un chercheur suédois, Thomas Lindquist, qui nous disait non, mais en fait la REP, effectivement, c'est prendre en charge des coûts qui tombent sur les collectivités pour la gestion des déchets, mais en fait, en prenant en charge ça, on va aussi toucher l'ensemble du cycle de vie et potentiellement, n'appelez pas encore ça réemploi, mais on peut aller chercher des impacts en amont. Donc ces débats sont assez vieux, vous voyez, ils ont déjà plus d'une vingtaine d'années. On a aussi des prises de position en fait, qui vont varier au niveau français sur ces questions-là. Il y a certains acteurs qui défendent l'idée que oui, la REP peut servir au réemploi, et d'autres qui disent non, pas du tout, c'est pas du tout son objectif. Là, j'ai mis deux citations, une qui est anonyme, l'autre qui ne l'est pas. La première, donc, c'était sur la réparation, mais j'estime que la réparation, elle peut en fait rentrer dans cette grande catégorie de est-ce que la REP promeut le réemploi. Et donc ça, c'était un dirigeant d'éco-organisme anonymisé qui dit moi j'ai foi dans les éco-organismes, hein, j'en ai dirigé, mais en fait le sujet c'est que c'est pas eux. Alors là, c'est une question rhétorique, est-ce que c'est eux qui doivent organiser la réparabilité? L'air de dire non, c'est pas aux éco-organismes d'aller sur ce terrain-là, et c'est un discours qu'on entend régulièrement, notamment aujourd'hui. C'est en fait ne demandez pas aux éco-organismes d'aller sur ces objectifs-là, c'est pas leur job. À l'inverse, on a une citation ici de Brune Poisson qui, dans la présentation de la loi AGEC, en fait, dans l'exposé des motifs, disait que si, la refondation du périmètre pollueur-payeur dans la REP, qui était portée par sa loi, va viser des objectifs tels que la conception, le réemploi, la réparation, etc. Donc, en fait, ce débat assez vieux, il a débouché sur des objectifs qui sont dans les cahiers des charges. Le premier à avoir introduit des objectifs de réemploi, c'était le cahier des charges de la REP ameublement en 2018. Je vous ai mis un petit tableau là, on ne va pas être dans le détail, mais en fait, ça, c'est les filières dans lesquelles il y a une comptabilisation du réemploi. Et en fait, ce qu'on peut constater, c'est qu'en pourcentage de tonnage collecté ou en pourcentage des mises en marché, le réemploi atteint rarement des niveaux faramineux dans ces filières-là. Je pense que c'est un constat qui est assez partagé, mais je voulais le remettre ici. Garde ton petit tableau, excuse-moi Vincent, tu m'entends? Peux-tu revenir sur le tableau et nous prendre 2-3 exemples quand même pour avoir en tête là ton... Oui, ok, c'est vrai que je ne le commente pas, mais il faut quand même. Par exemple, si vous prenez la deuxième ligne, qui est la ligne des éléments d'ameublement, comme je le disais, qui introduit des objectifs de réemploi dans son cahier des charges en 2018. Si on calcule les tonnages réemployés pour l'année 2023, ce tableau concerne l'année 2023, ce sont des données ADEME. On a 3,2% de ce qui a été collecté dans le cadre de la filière DEA, donc déchets d'éléments d'ameublement, qui a pu être réemployé. Donc on peut se dire que ce n'est pas énorme, on peut se dire que c'est encourageant. Là aussi, comme je disais, je suis ni optimiste ni pessimiste, mais on peut aussi regarder que ce pourcentage-là, on peut le rapporter non pas seulement à ce qui est collecté, mais à un ensemble plus large qui est les mises en marché totales. Ça, c'est des données qu'on a aussi au niveau de l'ADEME. Et en fait, on a 1,4% à peu près des tonnages qui ont été réemployés. Si on débat de la massification du réemploi, il semblerait que ces chiffres ne soient pas significatifs. Je passe à ma deuxième slide pour ne pas trop perdre de temps. Donc, vous l'avez déjà évoqué, certains d'entre vous. En fait, on a des mesures qui ont été amenées par la loi AGEC, mais pas que, sur le réemploi. Donc, on a ce fameux fonds réemploi, dont moi j'ai suivi l'histoire. Et donc, ici, autour de la table, autour de la table, moi je suis tout seul ici, mais chez vous, il y a un certain nombre de personnes qui ont participé au plaidoyer sur le soutien au réemploi, notamment à travers un fonds, donc dès 2019. Ce plaidoyer, en fait, il a quand même rencontré un resserrement du périmètre sur qu'est-ce qu'on fait rentrer dans le fonds réemploi. En fait, on n'a que 6 filières qui sont concernées, et aussi une délimitation de la responsabilité, enfin en tout cas de la mise en œuvre de ce fonds réemploi,
qui a été opéré par les éco-organismes. On sait que ce n'était pas forcément la demande de tous les acteurs qui ont fait le plaidoyer pour le fonds réemploi, qui demandaient aussi de pouvoir avoir leur mot à dire sur comment seront affectés les fonds. Bon, il n'y a pas que le fonds, il y a aussi de l'éco-conception qu'on peut envisager pour faciliter le réemploi. Donc là-dessus, il y a des critères d'éco-modulation, vous savez, ce sont les bonus-malus qui vont être payés par les metteurs en marché, qui peuvent prendre en compte des critères qui vont faciliter ou non le réemploi. Là, j'ai mis 2 exemples dans la filière des équipements électroniques. Si la batterie est séparable facilement et selon l'indice de réparabilité que les produits obtiennent, ils vont avoir ou non des bonus ou des malus. Pareil, il y a d'autres exemples aussi dans la filière d'ameublement. J'enchaîne un peu vite parce que j'ai une 3e slide qui m'importe un peu plus. Et il y a évidemment, du coup, à travers le fonds réemploi, mais pas que, et du coup, ça se traduit au niveau des acteurs de l'aval, de la gestion des produits et des déchets, des soutiens financiers à la collecte et au tri. Évidemment, là-dessus, on a des controverses, ou en tout cas des discussions sur quel est le bon niveau de soutien. On entend un certain nombre d'acteurs qui font du réemploi dire qu'en fait, ils ne sont pas soutenus à hauteur suffisante pour leur activité. Ça a été évoqué avant, et merci de le souligner. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. On a aussi des soutiens sur projet. Les éco-organismes lancent des appels à projets pour plutôt réaliser de l'investissement, pour développer des modèles de réemploi. Et aussi, un des grands sujets qui a déjà été évoqué, c'est l'accès au gisement, qui semble être le nerf de la guerre, si je paraphrase un des intervenants précédents. Donc, j'arrive à ma 3e slide qui propose une petite métaphore. C'est en fait, si on prend notre vocabulaire de passionné d'économie circulaire, est-ce qu'il faut réemployer ou réutiliser l'instrument de la REP? Moi, dans ma thèse, je m'étais demandé si la REP n'était pas finalement un instrument à usage unique, c'est-à-dire qu'on l'avait utilisé à une époque pour faire du recyclage, etc. Bon, maintenant, on pouvait la jeter. Du coup, on peut filer la métaphore et se demander si la REP, il vaudrait pas, ce serait pas intéressant de se demander si on la réutilise ou la réemploie. Et en fait, il y a un certain nombre de tendances qui peuvent être rangées sous ces 2 métaphores. Si on se dit qu'on réemploie la REP, en fait, on lui donne une seconde vie pour le même usage. Donc, le même usage, ça a été essentiellement prendre en charge des coûts de gestion des déchets, mais également de gestion des produits. Si on se rapporte à la dernière version de la Waste Framework Directive, qui dit non, mais on peut prendre en charge des coûts de gestion des produits, donc potentiellement du réemploi. Mais du coup, si on fait du réemploi de la REP, on garde les caractéristiques principales, c'est-à-dire que on garde le pilotage un peu distant des pouvoirs publics qui énoncent un cahier des charges, mais ne vont pas aller mettre la main dans le cambouis très directement sur ce que font les éco-organismes, qui du coup sont plutôt, eux, chargés de la mise en œuvre, à travers le fonds réemploi, l'accès au gisement, etc., tout ce que j'ai détaillé. Et puis, les caractéristiques essentielles du produit REP en France, de l'instrument REP, c'est aussi des filières qui sont de plus en plus opérationnelles, plutôt que financières, et qui, du coup, tendent à rendre les éco-organismes encore plus responsables, et notamment propriétaires de certains gisements, et à organiser comme ils l'entendent leurs objectifs, en tout cas leur mission. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal, mais ce qui est certain, c'est que c'est une direction assez marquée aujourd'hui en France, et qui, voilà, si on prend cette image de on réemploie la REP, juste on la rationalise, voire on la libéralise encore plus, c'est-à-dire on fixe des objectifs, mais après c'est aux éco-organismes eux-mêmes de se débrouiller pour les remplir. On peut leur faire plus ou moins confiance, ça c'est pas le débat. Mais on peut aussi dire qu'on réutilise la REP, c'est-à-dire qu'on passe par le statut de déchet. Donc en fait, on peut mettre la REP à la benne, se dire qu'il y a un certain nombre de choses qui ne nous ont pas satisfait dans cet instrument. Et puis ensuite, on la prépare pour réutilisation. Donc pour une fois, on descend un peu la hiérarchie de gestion des déchets. Et en fait, on va lui trouver un nouvel usage et de nouvelles caractéristiques pour éventuellement aussi un nouveau propriétaire. Et donc on pourrait se dire que, mais ça, ce n'est pas mes arguments, c'est des arguments que j'observe de la part de différents acteurs. On peut plaider pour un pilotage public renforcé, qui ne soit pas uniquement sur les objectifs, mais aussi sur les moyens. Quand j'évoquais la question de qui pilote le fonds réemploi, qui gère l'accès au gisement, etc., mais tout un tas d'autres sujets, finalement, c'est aussi dire il faudrait que pas seulement l'éco-organisme ait son mot à dire sur ces questions-là. On pourrait donc, à travers ça aussi, pour répondre à cet objectif-là, élargir la gouvernance. Ça aussi, c'est ce que demande un certain nombre d'acteurs et d'actrices dans le milieu. Puis aussi, on pourrait penser, alors j'aurais même pu faire un 3e point, en fait, ce serait même pas réemployer ou réutiliser la REP, mais c'est remplacer. Ça peut être une manière de la réutiliser aussi, parce qu'il me semble que ça correspond quand même au même principe. Mais on peut parler de responsabilité pré-mise en marché. Ce que j'entends par là, en fait, c'est d'imposer des normes techniques sur la mise en marché, dire à tel ou tel type de fabricant de produits, en fait, si votre produit n'a pas telle caractéristique, vous n'avez pas le droit de mettre en marché. C'est ce qu'organise en quelque manière le règlement éco-conception, enfin les règlements éco-conception, et c'est un peu la direction qu'ils prennent.
Et puis aussi, on peut évoquer, un truc qu'on n'a pas beaucoup évoqué aujourd'hui, mais bon, je comprends aussi, c'est les systèmes de consigne qui sont des formes plus individualisées, quoique les systèmes de consigne peuvent être collectivisés, mais qui sont aussi plus directs sur la responsabilité, c'est-à-dire le produit doit revenir à celui qui l'a mis en marché, et quelque part, une fois qu'il est revenu, c'est à lui ou elle de le prendre en charge. Bon voilà, c'était pour filer une petite métaphore sur ces objets-là, mais je trouve que ça aide à penser en fait ce qu'on fait de cet instrument de la REP, dont on sent bien qu'aujourd'hui, sur la question du réemploi, c'est pas complètement clair de est-ce qu'il faut continuer avec cet instrument ou pas. Est-ce qu'on est satisfait des résultats? Il y a un certain nombre de choses qui peuvent nous satisfaire. Les fonds d'emploi ne sont pas insignifiants. Les objectifs. Merci Vincent. Ouais, pardon, je déborde un peu. Oui, je suis désolé, on me dit qu'il y a des contraintes. En tout cas, je tiens à applaudir fortement nos intervenants à distance et en présentiel. Merci pour cet exposé très intéressant, Vincent. On peut retrouver d'ailleurs ton mémoire et on peut continuer à lire ce que tu produis, donc merci. On a une question à distance, on me parle à l'oreillette qu'il y a des acteurs à l'étranger aussi qui ont des questions et des interrogations. Entre autres, je vous avais promis, je crois, l'Espagne. Est-ce que la Catalogne est présente, Mariek? Est-ce qu'on peut donner la parole à une question à distance? Avant, une petite question avec la salle. Et normalement, il y a un micro. Voilà le micro à faire circuler dans la salle. Pour une question dans la salle, une ou deux, pas plus. Mariek, à distance, une question? Marie, oui, je suis là. Bienvenido, on ne voit pas la vidéo, mais on t'écoute. Oui, voilà. Bienvenido, Mariek. Bonjour à tous. Ça me fait très plaisir de participer à cette journée d'assises. Je suis française, mais effectivement résidente à Barcelone et en charge de l'association des centres et services de réutilisation de Catalogne. On est une association récente, née en 2023, parce que je pense que depuis la France, vous n'êtes pas conscient, mais on vous voit comme pionnier dans tous ces domaines du réemploi, même si aujourd'hui, basiquement, vous en demandez plus, ce qui est normal. Cette volonté d'arriver aux 30% de réemploi, rien que de l'entendre, pour moi, c'est surprenant parce qu'ici, on ne doit pas être aux 0,5%, je pense. Donc, et surtout, aujourd'hui, on n'a pas la législation qui nous permet d'ambitionner plus. Par contre, il y a des choses qui se mettent en place. On espère qu'on aura des obligations européennes avec le Circular Economy Act. Mais on vient d'adhérer à RECube justement pour mieux comprendre, pour pouvoir mieux échanger d'un territoire à l'autre et pouvoir répliquer et faire pression ensemble pour démontrer ce qu'on obtient. Nous, on travaille beaucoup sur la question de l'emploi local. Bon, vous êtes parfaitement conscients, vous êtes tous des acteurs du réemploi, les assistants de cette journée, donc parfaitement conscients des enjeux. Et cette prise de conscience est encore loin en Catalogne et bien plus loin au niveau espagnol. Merci beaucoup. Les législations sont espagnoles, donc on a besoin d'une amélioration là-dessus. Et donc, on espère avoir votre soutien. Merci, Mariek. Semble à l'évolution de la législation. La question que tu n'as pas posée, mais qu'on se pose tous, c'est à quand les assises européennes du réemploi? À Barcelone. À Barcelone, pas une invitation. Ça, on vous organise ça sans problème pour les assises de l'année prochaine. On serait ravis. Et je pense pouvoir parler au nom de l'Agence des déchets de Catalogne qui sait que je participe à cette journée et nous accompagne là-dedans et souhaite et nous soutient. Donc, si effectivement, si vous voulez l'élargir, on peut organiser ça ici. Merci beaucoup pour la non-question et la proposition surtout très concrète. Est-ce qu'on va à Barcelone l'année prochaine ou pas? Réfléchissons-y. La question se pose de où on fera les assises l'année prochaine. Francky l'a posé, il voudrait qu'on la refasse à Nantes. On ne va pas faire de vote tout de suite, mais voilà, on va y réfléchir. En tout cas, un grand merci pour ce moment.